TD1. De quoi? TD numéro 1. TD numéro 1, oui, au niveau du TD numéro 1, oui. Exercice 1-4. Question 1-4, oui. Oui, monsieur. Oui. On a demandé d'écrire les équations du mouvement dans le système 1-4-1. Et dans le système représenté sur la figure 1-4-1. Alors là, attends que je vienne dessus. Donc ouvre le fichier là. TD numéro 1, tu dis, hein? Oui, monsieur. D'accord. Donc tu ouvres TD numéro 1. Ça doit être chapitre 2. Ça doit être chapitre 2 ici. Oui, ça doit être chapitre 2. Non, c'est peut-être chapitre 1. C'est chapitre 1 encore. C'est chapitre 1. Oui, c'est ça. Oui, à la fin, peut-être. Oui, ton souris là ne marche pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu dis donc exercice TD numéro 1. Ok. Alors, attends qu'on y aille. Monsieur, vous avez à traverser. Voilà. TD numéro 1, oui. Monsieur, au niveau de l'énoncé. L'énoncé, oui. Monsieur, vous avez demandé d'écrire les équations de mouvement. Vous avez demandé d'écrire les équations Lisons l'énoncé. Écris l'équation du mouvement de la structure suivante, où EI est la rigidité en flexion, où EI est la rigidité en flexion, L est la longueur. La poutre est supposée sans masse et soumise à la force F égale à mg. Oui? Monsieur. On continue? Monsieur, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a donné 6 figures. Au niveau On a de donné? l'énoncé, on a 6 figures. Comment ça, 6 figures? Voici la figure dont il est question. Voici le TD numéro 1. C'est pas ça? Monsieur, au niveau Où de est-ce l'énoncé. figure où? Je ne comprends pas. Au niveau de l'énoncé du TD, monsieur. En haut? Oui, monsieur. Mais le TD, madame, je résous les TD 1 à 1, non? Le TD que je suis en train de résoudre ici, là, voici son énoncé. Oui. Ah oui, je comprends. Ok, donc vous dites ceci. Ce que vous dites, c'est que... Ah, voilà. Ok, donc vous parlez de ces 6 figures, c'est ça? Mais non, je n'ai pas résolu seulement, j'ai résolu ceci aussi. J'ai résolu ceci aussi. Ok, vous savez que la correction, c'est pour les deux, là, monsieur. Non, mais avant ceci, il y avait d'abord ce TD-ci, dont l'énoncé était donné dans le texte même. Alors, remontons dessus. Ça, c'est le premier TD. C'est le premier TD qu'on a vu. Bon, voici d'ailleurs, voici le problème du château d'eau. Et l'autre, je crois que c'est encore au-dessus. La poutre ISO, c'est où? C'est à quel niveau? C'est encore en bas? Ou la poutre ISO? La poutre ISO. Oui, voici le TD que je suis en train de résoudre. Voici ça. OK? Oui, monsieur, oui, monsieur. Bon, donc voici le premier TD que j'ai résolu. Alors, donc, si on repart en bas, voilà le premier TD que j'ai résolu. Alors maintenant, si on repart donc en bas, nous avons dit que j'ai résolu ça. Ensuite, j'ai résolu celui-ci. J'ai résolu celui-ci. C'est ça? La poutre Oui, monsieur. partie.
J'ai résolu aussi ceci, c'est-à-dire figure 1.4.1, j'ai résolu. Figure 1.4.5 aussi, j'ai résolu. Bon, maintenant, la question, c'est quoi? Je ne comprends pas la question. Votre question, c'est quoi? Qu'il fallait que je résolve tout? Non, monsieur. Hein? Non, monsieur. Oui. Votre question, c'est quoi? Au niveau du calcul de la flèche, en utilisant OK. D'accord. Donc là, je reviens au TD numéro 1. Sur le corrigé. OK, c'est bon. Attends, je descends, tu poses la question. OK, je descends, tu poses la question. Voilà. Au niveau du calcul de la flèche, oui. On y est. Mais c'est là où vous avez pris les conditions selon lesquelles pour x égale 0, y de 0 égale 0. Oui. Oui, monsieur, je ne comprends pas les différentes conditions. Et je ne sais pas sur quoi on s'est basé pour prendre ça, monsieur. Ah, d'accord. OK. D'accord. Là, c'est bon. OK. Vous comprenez bien que sur cette figure-ci, si je prends l'origine des abscisses ici, voici x égale à 0. Oui, monsieur. C'est bon? Oui, monsieur. Voici x égale à L sur 2. C'est-à-dire la mi-travée. Et voici x égale à L. Il est bien d'accord que la flèche aux appuis est nulle. Oui, monsieur. Voilà, c'est ça. Donc la flèche est nulle en 0 et la flèche est aussi nulle en L. D'accord? Oui, monsieur. Ça fait deux conditions. Maintenant, les deux autres, c'est que au droit de la force F et la rotation est aussi continue au droit de la force F. Ça fait donc 4 équations pour 4 inconnues. Ok, monsieur. Donc c'était ça la question? Oui, monsieur. Autre chose? Non, monsieur. D'accord. Oui. Oui. Alors sur la barre, toujours sur cet exemple-ci? Non, monsieur. Exemple 1. La page 6. Exemple 1 de la page 6. Alors, c'est-à-dire, je monte ou bien je descends? OK. Exemple 1 de la page 6. Donc, je remonte jusqu'à la page 6. Dans le cours. OK, dans le cours. OK, d'accord. Oui. Je voudrais savoir si l'équation du mouvement, les signes peuvent être négatifs. Les signes de quoi? Bon, l'équation que moi j'ai obtenue, c'est oui. KUT plus CI pointé moins MU2 pointé. Mais non! L'équation est déjà fixe, monsieur. On ne peut pas vous demander de démonter l'équation. Vous la connaissez déjà. On peut demander d'écrire, non, monsieur. Ce qu'on peut vous demander ici, comme je vous disais, alors, comprenez la question de votre camarade. Alors, il demande donc si pour écrire l'équation, par exemple, du mouvement de cette barre, on peut avoir des termes négatifs. C'est ça votre question? Bien. Alors, ici, la réponse est qu'en réalité, on ne va jamais vous demander de démontrer l'équation du mouvement. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ici, ce qu'on peut vous demander, c'est qu'on peut vous donner une fonction de forme, par exemple, et on vous demande de calculer les caractéristiques généralisées. C'est tout. D'accord? Voilà. Mais vous n'avez pas à redémontrer l'équation du mouvement. Ce n'est pas l'équation du mode inconnu. D'accord? Pourquoi vous demandez de redémontrer ça? Ça n'a pas de sens. Vous comprenez ça? Ok. Autre question? C'est quoi qu'on appelle caractéristique? Hein? Appelle-t-on caractéristique de l'équation? Caractéristiques généralisées. Voici les caractéristiques généralisées, madame. Vous n'avez pas suivi le cours. Voilà les caractéristiques généralisées. C'est-à-dire, quand vous modélisez un système continu avec un système à un seul degré de liberté, il faut donc calculer ces quantités généralisées-là. Vous regardez ici, c'est-à-dire la masse généralisée, l'amortissement généralisé, la quantité généralisée. Voici les quantités généralisées. Et pour calculer ces quantités, vous voyez donc que vous avez besoin de la fonction de forme qui, de la masse linéique, de l'amortissement linéique, ainsi de suite. D'accord? Je vais pas des caractéristiques.
Oui, c'est ça, madame, les caractéristiques généralisées. Les voici, voici les caractéristiques généralisées. Bon, maintenant, si c'était un système MCK simple, alors les caractéristiques, ce sont justement la masse, la rigidité et la raideur. Bon, maintenant, si vous avez modélisé un système continu avec un système à 1 degré de liberté, alors là, on parle de caractéristiques généralisées. Puisqu'il faut généraliser ces caractéristiques-là avant de revenir à 1 degré de liberté 1. Vous comprenez cela? C'est ça que nous avons fait pour le réservoir, justement, pour le château d'eau. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça que nous avons fait pour le château d'eau. Alors, reprenez donc votre problème sur le château d'eau et vous voyez donc comment on a calculé les caractéristiques généralisées. Si maintenant, là, vous n'avez pas compris, on revient dessus et vous me posez la question. OK? Monsieur. D'accord. Autre chose? Autre chose? Monsieur. Oui? Exercice 2-2. Exercice 2-2. 2-2. OK? Exercice 2-2. C'est où? Chez moi? Oui. Le second TD que j'ai résolu? Oui, monsieur. OK. Alors, c'est-à-dire, c'est ce TD-là. C'est-à-dire ce TD-là, le TD du plancher, celui-ci. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. J'ai une difficulté au niveau du petit C là. Pour le nombre de cycles. Déterminer le nombre de cycles. Oui, le nombre de cycles, oui. Oui. J'ai une difficulté à ce niveau, monsieur. Ah, d'accord. Bonne question. Bonne question. Donc, il a une difficulté au niveau de la détermination du nombre de cycles. Bien. Alors, pour ça, il faut revenir ici sur le cours. Je reviens sur le cours pour vous montrer. C'est la partie donc sur le décrément logarithmique. Alors, je reviens sur le cours pour vous le démontrer, pour le montrer. Le voici. Le voici. Le voici. Donc là, on est en train de parler d'une vibration libre et amortie. La vibration libre et amortie, vous voyez que ici, les oscillations ne sont plus harmoniques. Vous avez des oscillations, mais elles ne sont plus harmoniques. Et donc, pour passer d'une crête à une autre, l'amplitude diminue. Et donc, on a défini delta comme le décrément logarithmique. Absolument. Le voici, ce delta. Le décrément logarithmique, c'est tout simplement quoi? C'est le logarithme n'est pas rien du rapport entre les valeurs des amplitudes à ces deux crêtes. Absolument. Donc, le voici, ce qu'on appelait le décrément logarithmique. Le voici, exactement. Donc, delta, c'est le logarithme n'est pas rien du rapport entre les valeurs sur deux crêtes. Bien. Et nous avons donc montré que ce delta est sensiblement égal à 2 pi multiplié par tilde, où tilde est le taux d'amortissement. Ça, c'est ce qui se passe sur une période, c'est-à-dire sur une seule oscillation, pour passer d'une crête à l'autre. Bon, maintenant, si on est sur plusieurs crêtes, c'est-à-dire par exemple sur M cycles, voilà la formule. D'accord? Voilà la formule. M delta, c'est donc logarithme népérien de UN sur UN plus M. Après M cycle. Donc, c'est ça que nous avons utilisé. Donc, ici, vous regardez bien cette formule-là. Oui, vous qui avez posé la question. Vous voyez bien cette formule? Hein? Donc, c'est ça que, regardez bien cette formule, c'est ça que nous utilisons. C'est ça que nous utilisons en bas, au niveau des TD. Regardez bien, ici, c'est ça que nous utilisons au niveau du TD. C'est-à-dire, nous disons que, voilà, nous disons que, voilà, nous disons que, voilà, le nombre de cycles, d'accord, voilà la formule que nous venons de voir, hein, que logarithme népérien, par exemple, le U0 sur U0 plus M est égal à delta fois M. Donc, nous tirons directement M. Donc, ici, M est égal à quoi? 1 sur delta, logarithme népérien de U0 sur UM.
D'accord? Qu'est-ce que je cherche? Je connais U0, je connais UM et je cherche M. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? D'accord. Donc ici, on a déjà le taux d'amortissement. On a tout. Donc on calcule tout simplement. Ça fait donc 3,66 cycles. Mais comme on n'a pas donc un demi-cycle, on arrondit à 4. Est-ce que c'est plus clair? C'est bon, monsieur, c'est bon. Monsieur, page 2. 4,2. Problème 4,2. Figure 1, 2 dans le cours. Figure 1, 2 dans le cours. OK. Figure 1, 2 dans le cours. OK. Figure 1, 2 dans le cours. On a dit que K était le régisseur. Oui, K c'est la raideur. Oui, K c'est la raideur. Pas le régisseur, la raideur. Maintenant, dans la figure 1, 3, comment est-ce que c'est plutôt FS qui devient la raideur au lieu de FD? Puisque c'est le même chemin. Non, vous confondez. Alors, il ne faut pas confondre. Ok, d'accord. Allez, attends, je crois comprendre ce qu'elle dit. Alors, voici quand on modélise la structure pour déterminer l'équation. Avec, voilà, c'est ça. Non, c'est plus haut. Alors, c'est plus haut. Ok, c'est plus haut. Voilà, je crois que c'est ici. Non, c'est ici. C'est ici votre problème. Voilà, c'est ici votre problème. Ok. Donc, les forces, c'est de cette figure dont vous parlez, non? Bien. Voilà. Donc, ici, il ne faut pas confondre K et puis la force de rappel. La force de rappel dans le ressort, c'est F indice S de T qui est égal à K fois U. Et c'est ça ce qu'on appelle la formule du ressort, non? Pour calculer la force dans le ressort, vous multipliez sa raideur par l'élongation. C'est ça qu'on a appris depuis la classe de seconde. D'accord? Bon, voilà. Maintenant, alors, quand vous faites donc ce DCL, le DCL, ça veut dire le diagramme de corps libre, vous avez isolé la masse et vous avez fait l'inventaire de tous les efforts qui sont dessus. Maintenant, alors, vous écrivez l'équilibre. Il y a vous dirigez par exemple votre axe positif dans ce sens-ci. Donc tout ce qui est positif ici, c'est F de T. Toutes les autres forces, ce sont des forces qui s'opposent au mouvement. L'inertie, la force de rappel dans le raideur et la force d'amortissement. Donc il ne faut pas confondre K et puis F. K, c'est le paramètre. Hein? C'est le paramètre physico-mécanique du mobile. Alors, mais c'est ça maintenant K qui crée la force Fs. C crée la force Fd par l'intermédiaire de U point. Ça, c'est ce qu'on appelle un amortissement fluide. D'accord? C'est-à-dire que la force d'amortissement est proportionnelle à la vitesse. Et quant à l'inertie, bon, vous connaissez l'inertie, d'accord? L'inertie, c'est donc M fois l'accélération. Est-ce que je réponds à votre question? Mon problème, c'est au niveau de la position des forces. Ok, la position des forces, oui. La position des forces. Dans la figure 1, 2. Dans la figure 2, oui. Dans la figure 1, 2, oui. Ouais, 1, 2, oui. La position que FD occupe. La position de... Dans la figure 1, 3 occupe plutôt la position FD. Et ça, c'est pas un problème, non, madame. Oh, quand même, vous aussi. Ça, c'est pas un problème, non? Oh, ok, je comprends. D'accord. Donc, vous auriez voulu que FS soit ici en haut et FD en bas. C'est ça, non? Ah oui, d'accord, oui, mais là, quand même, oui, mais c'est toujours... Bon, supposez donc que c'est votre amortisseur qui est au-dessus et le ressort est en bas. C'est toujours un modèle MKC. Ce n'est pas un problème, ça. Ok, autre question? Oui. Exercice 2, ok? Est-ce que j'ai fini avec vous, madame? Oui, monsieur. Bon, maintenant, exercice 2. Il y a quelqu'un, votre camarade, qui pose la question sur l'exercice 2. Ok? L'exercice 2, j'ai dit le TD que nous avons résolu en classe. D'accord? Ok?
Attendez que je sois dessus. Attendez que je sois dessus. Attendez. Exercice 2, c'est-à-dire c'est celui-ci. La dalle, oui. Oui. En fait, W0 nous impose le calcul de la masse. Non, la masse est donnée. Mais la masse est donnée. Comment ça? On n'a pas besoin de... La masse est donnée. On a dit que la dalle a une masse de 800 kg. C'est une donnée. Oui. Oui. Au niveau de C égale à 2 égale M, calcul masse. Non, je n'ai pas recalculé la masse. Comment ça, j'ai recalculé la masse où? Non, j'ai tout simplement posé ceci pour pouvoir exprimer c'est en fonction de ça, tout simplement. Ce n'est pas que j'ai calculé. Donc, oméga 0 au carré égale à K sur M. Je peux tirer que M est égal à K sur oméga 0 au carré. Ça, j'ai le droit. Hein? Par définition, ça, voici, oméga 0, c'est racine de K sur M. Donc, oméga 0 au carré, c'est égal à K sur M, non? Donc, je peux, dans cette équation, tirer que M est égal à K sur oméga 0 au carré. Et je viens remplacer pour exprimer ce que je veux en fonction de ce que je cherche. Enfin, ce que je cherche en fonction de ce que je connais. Ça ne veut pas dire que j'ai calculé une nouvelle masse, non. Je n'ai pas calculé une nouvelle masse, non. Monsieur, oui. Alors, C égale à 2 égale M. Absolument. On a toutes les composantes que monsieur. Oui. On n'est pas l'application numérique et tout ce qu'il faut trouver. Si vous voulez. Si vous voulez. Ah, comment ça? Ça ne veut pas de la même chose. Oh, ça ne veut pas de la même chose. Hein? Et vous voulez dire ici, là, que vous avez déjà tout? Oui, papa. Mais moi, j'ai le droit de faire ça aussi. Hein? Ah oui, mais ça dépend de ce que vous avez fait. Bon, ça veut dire qu'il faut reprendre votre calcul. Ça veut dire que votre calcul est faux. D'accord? Voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'ai calculé une nouvelle masse. Non, pas du tout. J'ai tout simplement exprimé M en fonction de K et W0 pour l'injecter ici et trouver C d'une autre manière, si vous voulez. D'accord? Bien. Ok, oui. Autre question, oui. 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 Où, à quel niveau, madame? À quel niveau? Au chapitre 1. 1,5, la partie 1,5. OK. Alors, dans la démonstration du cours, OK. 1,7, paragraphe 1,7 du cours. OK. Paragraphe 1,7 du cours. Alors, vous êtes où? Paragraphe 1,7 du cours. OK. Alors, paragraphe 1,7 du cours. Paragraphe 1,7 du cours. Oui, c'est ça là? Oui, d'accord. Ah non, on ne vous demande pas de démontrer ça, madame. Oui. Les M étoiles si? Les M étoiles si, non? Oui. Oui. Ah, le P bas, c'est la force linéique, non, madame? Le P bas, c'est la force linéique. Voici P bas au-dessus, non? Voilà P bas, non? Oui. Non, tout est là. Voici M bar. Voilà M bar. Voici EI. Voilà les C bar. Voilà P bar. La partie? Non, vous n'avez pas besoin. Ça, ce sont mes commentaires. Moi, vous n'avez pas besoin de lire ça. Ça, ce sont mes commentaires. Moi, vous n'avez pas besoin de lire ça. OK? Oui? Oui, 1,8, oui. 1,8, oui. 1,8. Oui. 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 Par exemple, au niveau de la rigidité généralisée. Au niveau de la rigidité généralisée, oui. Dans un système où on a plusieurs readers, par exemple, sur K, c'est quoi? Et K1, donc, je ne comprends pas. Bon, alors, ici, tout ce qui est intégral continu, c'est ce qui est continu. Tout ce qui est discret, c'est ce qui est discret. Oui. Oui, au niveau de la figure, oui, bien sûr. OK, oui, c'est ça. Je ne
Voilà. Donc ça veut dire en réalité, on prend le cas plus général, quoi. D'accord? On modélise. Voilà. Ça veut donc dire, regardez, ok? D'accord? Regardez ici. Voici votre fonction de forme. D'accord? Donc ça veut donc dire que chaque U de X et de T, c'était qui de X et Z de T. Z et T étant la variable généralisée, c'est-à-dire le degré de liberté que vous prenez. D'accord? Alors ici, ça c'est la modélisation des masses. Donc ça veut donc dire que là-bas a une masse linéique. Et puis maintenant, voici les masses ponctuelles, les masses discrètes, qui ont une masse et puis même un module de un moment d'inertie, dans le cas où ils sont en rotation. Alors, voici les raideurs concentrées et voilà les raideurs réparties. Voilà ces raideurs réparties, c'est ça qui sont les C bar. D'accord? Les raideurs réparties, voilà qui sont les CI. Ainsi de suite. D'accord? Voici les raideurs concentrés, voici les raideurs répartis, voilà les raideurs répartis, les K bar. D'accord? Ok? Ici, voici voici l'effort N, et ici, voici l'effort P. D'accord? Ça, ce sont les P concentrés, et voici les P répartis. En réalité, ça, c'est les P bar. Hein? P bar, ça veut dire que c'est réparti. Maintenant, les P discrets, les voilà. D'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, ils généralisent tout pour que ce soit un seul degré de liberté. À ce moment-là, les caractéristiques généralisées doivent prendre en compte tout ce qui est là. En termes de masse, d'inertie, de moment d'inertie, de raideur, tout. D'accord? Oui? Dans un système masse ressort. Oui. Il y a par exemple 2 ressorts. Oui, on peut avoir une infinité de ressorts. Attendez, quand on va aborder les systèmes à plusieurs degrés de liberté, vous allez voir, bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez avoir un système qui a 3 ressorts, 4 amortisseurs. D'accord? Voilà. Maintenant, alors, comment vous modélisez tout ça? Oui. OK. Regardez le problème du réservoir que nous avons pris. Donc, la colonne elle-même a une masse linéaire. Mais au-dessus, le réservoir, c'est une masse ponctuelle. On combine tout ça pour que ça donne la masse généralisée. OK, c'est bon pour les questions? On peut continuer le cours? D'accord. OK, alors, maintenant... Une question. Les fins des chapitres 2 et 3, ce sont des TD uniquement, mais que nous ne pouvons pas résoudre. Oui, il y a une autre question? Oui. Oui, à quel niveau? Au niveau du cours. La question concerne le cours et l'application. Oui, posez la question. Oui, c'est le décrément logarithmique. Toujours le décrément logarithmique. Ah, décidément. OK, on revient au décrément logarithmique. OK, d'accord. Oui, je vous écoute. J'ai un problème sur l'application de UN et UN plus 1. L'application. Oh, mais votre camarade a déjà posé la question, non? Votre camarade a posé la question. J'ai dit ceci. Votre camarade a posé la question. Voici la définition du décrément logarithmique. Voilà encore ça. Ça, c'est le décrément logarithmique sur un cycle. Bien, maintenant, s'il y a plusieurs cycles, voici la formule à utiliser. Et c'est ça que nous avons utilisé. Ici, on est à M cycles. C'est ça qu'on a utilisé, tout simplement. Donc, reprenez encore un peu à tête reposée. Si la question persiste, on y revient dessus. On revient dessus la prochaine fois. Donc, bien, oui? Oui. Bon, par rapport à l'application, sur le TD, l'application de cette formule sur le TD qui suit. Oui. Oui. Bon, comment, je ne comprends pas la valeur de U0 et UN, en fait UN et UN. D'accord. OK. Regardez, il faut bien lire l'énoncé. Regardez, voici encore l'énoncé. On dit que quoi? On dit que on dit que la dalle pèse donc 8000 newtons et est portée par 4 colonnes. On a constaté qu'expérimentalement, une force de 4000 newtons appliquée horizontalement est nécessaire pour déplacer de 0,25. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la flèche ou bien le déplacement statique. D'accord? Bien, maintenant,
On dit, ok, on a dit de déterminer la pulsation, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, regardez la question C. On demande le nombre de cycles nécessaires pour réduire l'amplitude de sa valeur initiale qui est delta égale à 0,25 jusqu'à 0,05 cm. C'est ça. Donc voici U0 et voici UM. U0 c'est 0,25 cm, UM c'est 0,05 cm. C'est ça. C'est bon? Bon, ok. Avec faute. Bon, reprends un peu, tu relis toi à tête reposée. Si ça persiste, on revient dessus, il n'y a pas de souci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on passe au cours d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas de problème, hein? Vous continuez à travailler. Je crois que c'est bon, vous allez commencer à comprendre parce que si vous posez des questions, ça va dire que vous lisez quand même. Donc, c'est très bien. Oui? C'est 0 plus M, madame. Moi, j'ai pris U0 et U0 plus M. Donc, 0 plus M, c'est M. Bien, donc, on va donc passer à la suite. Donc, je disais donc que la fin du chapitre 2 et tout le chapitre 3 est concerné et consacré à des TD que nous ne pouvons pas encore résoudre pour l'instant. Donc, je vais avancer avec le cours avant de revenir dessus pour qu'on résolve ces TD-là. Donc, pour l'instant, je vais passer directement au chapitre 4 pour donc entamer le chapitre suivant, c'est-à-dire la réponse d'un système à un degré de liberté à une excitation harmonique. Absolument. Bien. Alors, l'équation du mouvement. Maintenant, on suppose que le système à un degré de liberté est soumis à un chargement harmonique. Ça, c'est ce qu'on appelle une excitation forcée. D'accord? Qui est F. Pourquoi harmonique? Pourquoi harmonique? Parce que ça peut se mettre justement sous forme d'un sinus. Ça peut se mettre sous forme d'un sinus. OK. Et de fréquence angulaire oméga 0. Ça, c'est ce qu'on va appeler la pulsation forcée. Bien. L'équation différentielle maintenant du mouvement, c'est une équation complète. D'accord? Avec ici la partie homogène et la partie non homogène. Absolument. Donc, évidemment, on doit toujours étudier les cas, si c'est amorti ou pas. Commençons toujours par les non amortis. Alors, si c'est non amorti, cela veut donc dire que C est égal à 0. À ce moment-là, ça veut donc dire que voici l'équation du mouvement. Et si je divise cette équation par M, voilà ce que ça donne. Et donc, voici ce que ça donne. Alors, lisez bien la phrase qui suit. Elle est extrêmement importante. La réponse du système non amorti, appelée réponse forcée, dépendra de la valeur de la fréquence angulaire d'excitation par rapport à la fréquence angulaire du système. Alors, ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que je ne peux pas résoudre une vibration forcée si je n'ai pas encore résolu la vibration libre. Puisque, on dit, regardez, on dit que ça dépend du rapport entre la fréquence angulaire d'excitation, c'est-à-dire oméga 0, et la fréquence angulaire du système, c'est-à-dire oméga. D'accord? Donc, cela veut donc dire que je ne peux pas résoudre une vibration forcée tant que je n'ai pas résolu au préalable la vibration libre correspondante. Au niveau mathématique, ça veut dire exactement que quoi? Ben, ça veut dire que pour trouver la solution, cette solution générale, il faut d'abord passer par la solution homogène. D'accord? Ok? D'accord? Ça, c'est une équation du second degré avec un second membre. La solution, c'est la somme de la solution homogène, la solution générale homogène, plus la solution particulière non homogène. Absolument. Voilà, donc c'est exactement ça qu'on dit ici. Voilà. Donc, parce que ici, regardez, ici c'est la fréquence propre. Et ça, c'est la fréquence d'excitation.
La fréquence forcée, ou bien la pulsation forcée. Bien. Donc la solution, c'est donc la solution homogène UH plus la solution particulière UP. Alors, UH. Je connais déjà UH, puisqu'on a déjà résolu. J'ai déjà résolu les vibrations libres non amorties. Là, c'est quoi? La vibration libre non amortie, le résultat, c'était quoi? Ici, même si vous ne retenez pas l'équation, j'ai dit, au moins la physique de la chose pour vous pouvoir la dire. Vous devez au moins sortir de ce cours avec ça. Je ne vous demande pas de retenir les équations. Les équations, à la limite, on peut les retrouver. La réponse à une vibration libre, c'est quoi? C'est la vibration harmonique, c'est là. Ça veut dire quoi? Ce sont les oscillations harmoniques, d'accord, avec l'amplitude qui reste toujours constante au cours du temps. Là où nous avons dit que c'est un système idéal qui est irréaliste. C'est ça qu'il faut retenir, d'accord? Et donc, quand nous avons analysé la vibration libre, le paramètre le plus important que nous avons obtenu, c'est justement la pulsation propre. Bien. Alors, donc ça là, c'est connu déjà. Maintenant, il faut seulement que je cherche ceci. Alors ça, si je pense que UP est égal à G fois sinus oméga 0T, donc là, ben, il suffit que j'injecte ça ici, puisque si ça là est solution, alors ça veut donc dire que cette fonction doit donc vérifier cette équation, tout simplement. Donc, si je fais et que j'injecte, ça me permet de trouver G. Voilà. Donc, je trouve que G est égal à ceci, avec bêta qui est égal à oméga 0 sur oméga. Ça veut donc dire que la solution générale, là, voici. Voici la solution homogène. Et voilà la solution non homogène, particulière, absolue. OK. Donc, la solution homogène, donc, c'est une non-vibration harmonique, d'accord, de pulsation oméga, c'est-à-dire la pulsation propre. Et ici, c'est également harmonique avec la pulsation forcée. Alors maintenant, les constantes A et B dépendent des conditions initiales. Bon, ça, on peut toujours déterminer les conditions initiales. Voilà. Et à ce moment-là, ça c'est bon. Pour l'instant, je laisse les caractères transitoires et permanents. Bon, parce que, bon, pour l'instant, je vais commenter ça après. Ce qui est sûr, c'est que la réponse homogène est pilotée par la pulsation propre oméga. Tandis que la solution particulière est pilotée par la pulsation forcée oméga 0. Bon, maintenant, si je prends les conditions initiales particulières, ça, j'obtiens ceci. Par définition, F0 sur K, ben, c'est le déplacement statique, hein, comme si vous aviez un ressort, d'accord? Vous mettez F0 et la raideur du ressort est K. À ce moment-là, l'élongation statique, c'est US égale à F sur K. Absolument. Donc, c'est le déplacement statique. C'est le déplacement qui serait produit par la force F0 si elle était appliquée de façon. OK. Ensuite, 1 sur 1 moins bêta carré, c'est ce qu'on appelle le facteur d'amplification dynamique, qui représente donc l'effet d'amplification dynamique de l'excitation harmonique. Et donc ici, cette équation peut encore donc que UT sur US est égal à facteur d'amplification que multiplie sinus oméga 0T fois moins bêta fois sinus oméga T. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque si on veut représenter le facteur d'amplification? Vous remarquez que si bêta vaut 1, c'est-à-dire si oméga 0 est égal à oméga, qu'est-ce qui se passe? Le facteur d'amplification tend vers l'infini. Et je vous rappelle que ce facteur d'amplification, c'est quoi? Hein? Ça vient amplifier quoi? Ça vient amplifier en réalité l'amplitude
de la réponse dynamique. Et si une amplitude tend vers l'infini, qu'est-ce que ça veut dire? Si une amplitude tend vers l'infini, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça tout à l'heure. Mais ici, sur le plan mathématique, remarquez donc ici, hein, parce que ici, bêta égale à 1, c'est une asymptote. Vous regardez ça, non? C'est ça ici, là. Hein? Bêta égale à 1, ici, ça, c'est une asymptote, ça, non? D'accord? Voilà. Bêta égale à 1, c'est une asymptote. Donc, ce facteur, si on va l'appeler donc le facteur d'amplification dynamique. Bon. Alors, oui? Oui, question, oui? Il y a question? Est-ce qu'il y a des questions? Vous posez, non? Voilà la représentation. Voilà. Voici la réponse particulière. Voilà la réponse. Voici la réponse particulière et voici la réponse homogène. Et voilà la somme. Puisque la solution finale. Voilà la somme. Donc, réponse à un chargement à partir d'un état initial au repos. Ça, c'est l'oscillation. Je continue à dire que ça, c'est l'oscillation particulière. Ça, c'est l'oscillation homogène. Et le reste, la reste, c'est la totale. Bon, pour l'instant, je n'utilise pas encore les termes de permanence et de transitoire. Hein? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Donc là, nous sommes en train de une vibration avec une force d'excitation harmonique. Le résultat il y a deux réponses. La réponse homogène a pour pulsation, la réponse particulière a pour pulsation, la pulsation et la réponse finale, c'est somme des. C'est ça qu'il faut retenir. Après les équations, tout le monde peut. Alors, on continue. Oui. Oui. Question. Bon. Okay. Alors, maintenant, problème de battement. Bon, ça, c'est pas très important. Problème de battement. Donc, ici, nous avons donc un cas particulier. C'est-à-dire le cas où oméga 0 coïncide avec oméga. Bien. Maintenant, si oméga est différent d'oméga 0, mais quand même que les deux soient proches, hein, ici, d'accord, on peut montrer qu'il y a un phénomène de battement. C'est une instabilité. Donc voilà comment la réponse va se passer. D'accord? Ça, c'est déjà une instabilité. Maintenant, on va voir l'autre instabilité qui est la plus forte. Alors, maintenant, le cas le plus délicat, c'est le cas où oméga 0 est exactement égal à... Là, on montre que la solution peut se mettre sous cette forme-ci. Et donc, quand elle se met sous cette forme, voilà comment la solution varie. Ici, qu'est-ce que c'est? Ici, qu'est-ce que c'est? Essayons de comparer ceci avec... Alors, je vais revenir ici, hein, pour que tout le monde voit un peu. Voilà. Essayez de confronter ces deux figures-là. Vous voyez ça? Tout le monde voit ça? Ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'amplitude. Ici, qu'est-ce qui se passe? L'amplitude augmente de façon infinie. Ça, c'est le phénomène de la résonance. Il ne faut pas oublier que quand on dit l'amplitude, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est l'amplitude du mouvement. C'est-à-dire, ça commence comme ça. Après, ça va comme ça. Après, ça va. Après, c'est comme ça que ça va.
Maintenant, imaginez que ça va comme ça là et l'amplitude augmente de façon infinie. Évidemment, après un certain temps, le système va se casser. Parce que le déplacement ne peut pas être infini. Ça n'a pas de sens. Tout ça, c'est toujours une conséquence de quoi? Du fait que le système est non. Depuis là, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas physiquement acceptables. Que le mouvement soit, que la vibration soit libre ou bien forcée. D'accord? Donc là, c'est extrêmement important, extrêmement important. Et maintenant, alors, si on revient au début, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que pour une vibration qui est forcée, il ne faut pas que la pulsation forcée coïncide avec la pulsation. Donc, pour étudier la vibration forcée, il faut au départ avoir étudié la vibration libre pour pouvoir déterminer oméga. À ce moment-là, au moment de forcer, il faut s'arranger pour que oméga 0 soit différent de oméga. Extrêmement important. Vraiment, si vous avez compris cela, vous avez compris une bonne partie du cours. Vous avez compris une bonne partie du cours. Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut donc dire tout ça? La résonance présente une situation dangereuse dans laquelle les structures et les mécanismes subissent des autodestructions à cause de la croissance illimitée de l'amplitude des vibrations forcées lorsque oméga 0 coïncide avec oméga. Et pour éviter cette situation, il faut donc agir sur quoi? L'amortissement, évidemment. On peut aussi agir sur la masse ou même sur la raideur, mais principalement sur l'amortissement. Bien. Le phénomène de battement est aussi à éviter, puisqu'il peut être accompagné accompagné par de grandes amplitudes. Pour la résonance et le battement, le mouvement forcé domine la réponse, mais la réponse en oscillation libre est toujours présente. Mais peut-être la phrase la plus importante de ce cours, c'est cette phrase-ci. Pour le dimensionnement de la structure, comme nous sommes des ingénieurs, pour dimensionner les structures, notre objectif sera donc toujours d'avoir des fréquences d'excitation qui sont bien séparées des fréquences propres. Ici, pour l'instant, on est en train d'étudier un système à un seul degré de liberté. Donc, à ce moment-ci, on a une seule pulsation propre. Tout à l'heure, quand on va entamer les systèmes à plusieurs degrés de liberté, donc on aura plusieurs pulsations propres. Et il faudra éviter chacune, notamment la plus faible. Je vais vous expliquer pourquoi après. Parce que c'est la plus faible qui est la plus dangereuse. Bien. Donc, vraiment, voici pratiquement la phrase la plus importante de tout ce cours. Pour le dimensionnement, l'objectif est toujours d'avoir des fréquences d'excitation bien séparées des fréquences propres. Et cet objectif peut être atteint en agissant soit sur la masse, soit sur l'amortissement, soit sur la rigidité de la structure. Pourquoi? Parce que on constate que si la fréquence forcée, bien la pulsation forcée, s'approche de la pulsation propre, alors il y a des phénomènes d'instabilité qui sont soit le battement, soit la résonance. Bien, maintenant, une fois qu'on a constaté ça, évidemment, nous avons déjà notre remède fétiche, c'est l'amortissement. Il faut introduire l'amortissement. Ici, on ne considère que les systèmes sous-amortis, puisque de toutes les façons, les deux autres, on a vu que ça a beaucoup d'intérêt, d'accord? Puisque quand c'est avec amortissement critique ou bien suramorti, finalement, la réponse n'est même plus oscillante. D'accord? On a vu que la réponse n'est plus oscillante. OK? Pour que la réponse soit oscillante, même si les oscillations ne sont pas harmoniques, pour que la réponse soit oscillante, il faut qu'on soit en mouvement sous-amorti. C'est-à-dire donc avec un tilde petit. Oui. 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 Ah, mais à tous les niveaux. Comment ça, comment vous pouvez poser cette question? À tous les niveaux. Si vous voulez. Hein? Oui. Dans le robot, tu n'as pas de module d'antisismique, par exemple.
sûr. Tout ce qu'on dit, parasismique et tout ça, c'est quoi? Mais c'est la vibration. Ça se passe comment? Bonne question. Ça se passe comme si, c'est ça ce qu'on appelait hier, d'accord, le déplacement d'appui. Parce qu'en réalité, un séisme, ça consiste à accélérer la base d'une structure. On va faire tout un TD dessus là. En réalité, c'est ça. Le séisme, c'est qu'on a soumis la base de la structure à une accélération. Mais c'est ça justement que nous sommes en train de faire. Donc, il faut d'abord étudier la structure elle-même. Quelles sont ses valeurs propres? Pour le bâtiment, quelles sont les valeurs propres du bâtiment? On va modéliser le bâtiment tout à l'heure et trouver ses pulsations propres. Ok? Maintenant, par exemple, si tu veux éviter la résonance, hein, il faudrait que la force, le F efficace qu'on a vu là, d'accord? Ça va donc avoir une pulsation forcée. Et donc, il ne faudrait pas que cette pulsation forcée coïncide avec une des fréquences propres du bâtiment. Sinon, c'est la résonance. C'est tout ça. C'est tout ça. Est-ce que je réponds à votre question? Ok. Bien. Maintenant, donc, on considère seulement les systèmes sous-amortis, comme c'est presque toujours le cas dans la pratique. L'équation différentielle du mouvement, c'est l'équation 3.1. En tenant compte cette fois de l'amortissement, la solution U, c'est toujours une solution homogène et puis une solution particulière. C'est toujours pareil. Alors, la solution homogène, on l'a déjà, puisqu'on a déjà résolu la vibration amortie et libre. Maintenant, on est en train de résoudre la vibration amortie et forcée. Donc, voici la vibration libre et amortie. C'est ça que nous avons déjà. Maintenant, il suffit que je cherche l'autre. Je cherche l'autre sous cette forme-ci. Alors, pourquoi on cherche l'autre sous cette forme-ci? Ben parce que le second terme ici est nécessaire, car en général, un système amorti ne vibre pas en phase avec le chargement appliqué. Alors, maintenant, ça là, je connais déjà complètement ça. Ici, bon, il faut donc trouver par exemple les C1 et C2, d'accord? Pour trouver les C1 et C2. Ça veut donc dire que ça, comme ça là, c'est une, c'est une solution particulière. Ça veut dire que cette fonction doit vérifier l'équation du départ. Donc, on calcule la dérivée, on calcule la dérivée, c'est-à-dire la vitesse, on calcule l'accélération et on injecte ça dans l'équation pour pouvoir identifier C1 et C2. Absolument. Alors, une fois qu'on a identifié cela, ça donne ceci. Bon, les équations, c'est rien, hein, tout le monde peut écrire les équations. Ça, c'est pas un problème. Donc, si j'ai donc ça veut dire que la solution générale, c'est ceci, plus la solution particulière qui est ça. Alors, regardez toujours. Alors, maintenant, je vais commenter les termes transitoires et permanents. Parce que depuis tout à l'heure, moi, je parle toujours de homogène et particulier. Maintenant, vous allez voir pourquoi ici, l'un est transitoire et que l'autre est permanent. Alors, regardez cette courbe-ci. Cette courbe-là, tout le monde la connaît déjà. Ça, c'est la solution homogène. Ça, c'est la solution homogène, c'est-à-dire la vibration libre et amortie. OK. Voici la solution particulière. Et maintenant, voilà la seconde. Bon, vous voyez bien que ici, plus on avance dans le temps, plus cette solution disparaît. C'est pour ça qu'on dit que c'est un régime transitoire. C'est juste un régime de transition. D'accord? Aux premiers instants, voici l'histoire. Aux premiers instants, c'est important. Mais une fois que le temps avance, vous voyez que la solution disparaît. C'est pour ça qu'on dit que c'est la solution transitoire. Alors que celle-ci, c'est la solution qui est permanente. C'est le régime établi. Et maintenant, alors, voilà la somme des deux. Vous voyez que ici, après un certain temps, cette solution, celle-ci a disparu et donc en réalité, la solution générale coïncide simplement avec le mouvement forcé.
Donc c'est pour ça qu'on dit c'est transitoire et puis c'est permanent. Donc, avec ceci, vous pouvez très vite retenir pourquoi c'est transitoire et pourquoi c'est permanent. Seulement avec cette courbe-ci. Parce que dès lors que vous avez dit, OK, voici la vibration libre et amortie, vous savez que, OK, donc voilà, avec le temps, l'amplitude tend vers 0. À ce moment-là, ça veut donc dire que l'amplitude là n'est importante qu'aux premiers instants. C'est le régime transitoire. C'est la solution transitoire. Et l'autre, c'est la solution établie. C'est le régime établi. Alors, vérifiez bien, retenez bien que la vibration transitoire a pour pulsation la pulsation propre. Alors que le mouvement forcé a pour pulsation la pulsation forcée. Alors, ok, maintenant on peut définir alors ce qu'on va appeler le facteur d'amplification dynamique, qui est appelé donc FAD. Facteur d'amplification dynamique ici c'est UP max sur UST. Alors, alors là c'est ce qui est important aussi à retenir. Puisque la solution transitoire n'est importante qu'aux premiers instants. Finalement, nous allons plus nous occuper de la réponse permanente. D'accord? Puisque c'est finalement celle-là qui va rester. D'accord? Vous voyez que tout le monde voit que c'est celle-là qui va rester. D'accord? Donc, ce qui fait donc que finalement, on va s'occuper uniquement de la solution permanente. Okay? Qui est le régime établi. Et donc, FAD est défini comme UP max sur UST. UST, on l'a déjà. UP max, c'est 0. À partir de là. Est-ce que je rappelle que là, voilà UP. D'accord? Voilà UP. Et donc, vous voyez que UP est complètement harmonique. D'accord? Donc, ça, ce sont des oscillations qui sont harmoniques. OK? Donc, voici le module et voilà le déphasage par rapport à l'excitation elle-même. OK. Voilà. Et donc, ce FAD-là, donc regardez, si on veut modéliser ou bien représenter ceci, ça, ce FAD-là, c'est une fonction de quoi? C'est une fonction de bêta, mais avec le paramètre tilde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc une fonction paramétrée. Donc vous voyez, je peux donc représenter ici le FAD par rapport à bêta, mais avec comme paramétrage tilde. Ça veut dire que quoi? Ça veut donc dire que ici, je fixe d'abord tilde et je trace FAD par rapport à bêta. Donc, ça veut donc dire que je vais tracer les FAD en fonction de bêta, mais pour plusieurs valeurs de tilde. Okay. Alors, tilde égale à 0. Traduit quel cas? Quel cas? Tilde égale à 0, traduit quel cas? Le cas sans amortissement. Le cas d'une vibration sans amortissement. Et nous avons dit que quand il n'y a pas d'amortissement et que bêta vaut 1, on a donc la résonance qui est là. D'accord? Remarquez donc que, en fait, parce qu'en réalité, le FAD ici, regardez, c'est donc l'amplification de quoi? Ben, c'est l'amplification de l'amplitude de la réponse qui va rester. Puisqu'on a dit que finalement, on oublie la solution homogène et on ne retient que la solution particulière, puisque c'est elle qui va rester. Donc, vous voyez que c'est ça. C'est ça qui va donc amplifier cette amplitude-là. D'accord? OK. Donc, évidemment, le cas où tilde est égal à 0, c'est toujours un cas qui, pour nous, n'est pas bon. Et là, ça résonne. OK. Ensuite, maintenant, alors, donc, quel que soit tilde, OK, le FAD est égal à 1. Quand nous sommes ici, là, quand nous sommes ici, c'est-à-dire à bêta égale à 0. Bon, et pour bêta égale à 1, nous avons la résonance, surtout pour tilde égale à 0. Bon, maintenant, si on augmente tilde, alors vous voyez que l'amplitude baisse. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse.
Jusqu'où? Jusque quand bêta est très très grand, vous voyez que fade tend vers 0. Donc c'est comme si le mobile ne bougeait plus. Ça c'est le déphasage. Ça c'est le déphasage de la réponse par rapport à l'excitation. Donc on peut faire les mêmes constats, d'accord? Okay. Pour bêta égale à 1, et que toujours là il y a un problème. Ici, bêta égale à 1. D'accord? Là, ça c'est bêta, hein? Ça c'est le déphasage et ça c'est phase. Okay. Alors, quel commentaire faire de ces deux diagrammes-là? Alors, si bêta est très petit, donc ça va donc dire que si je suis ici, donc ici ça c'est quoi? Donc ça c'est le cas statique. Hein? Là où fade est égal à 1, regardez, fade est égal à 1. Fade est égal à 1, ça veut donc dire que l'amplitude de la réponse est égale à la réponse statique. Comme ça, c'est facile à comprendre. Ok. Ça, c'est fade égal à 1. Donc ça, c'est la réponse quasi statique. Maintenant, si bêta est proche de 1, ça nous dérange. Donc c'est le phénomène de résonance. D'accord? Parce que fade croît très très vite, surtout si le mouvement n'est pas amorti. Ok. Et maintenant, si bêta est très très grand, l'excitation a une fréquence plus grande que la fréquence propre du système. Et l'excitation varie si rapidement que la masse n'a plus le temps de suivre. D'accord? Donc, c'est comme si le système devenait peu sensible à l'excitation. Il ne bouge plus. Absolument. Voilà. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que ça va jusque-là? Il y a où des Douala et tout ça? Non? Ils sont plus là? Voilà, il y a où des frères là? Hein? Comment? Nous sommes là. Vous êtes là? Il n'y a pas de questions? Ça chauffe. Non, ça va aller, ça va aller. Ça chauffe. Ok, mais vous me suivez quand même, c'est bon? Vous m'entendez, c'est bon? Ça va? C'est l'essentiel pour l'instant. Donc vous suivez le cours, après on va faire les TD, vous allez gratter à la maison et puis vous allez revenir poser les questions comme en début de ce cours. Hein? Donc là, c'est bon, ça va aller. Ok. Alors, on peut montrer que le fade correspondant à la résonance, c'est 1 sur 2 fois tilde. Bon, ça c'est des choses simples, il suffit de regarder les équations. Hein? Il suffit de regarder les équations. Ok? Voilà. D'accord? Parce que si bêta est égal à 1, ce terme-ci disparaît. Voilà. Et donc, ça veut donc dire qu'il va rester simplement ça là. D'accord? Voilà. Ok? Alors, comme c'est une racine, donc tu vas sortir. Donc, ça va faire donc 1 sur 2 fois. Voilà. Donc, ça, c'est le fade de la résonance. Mais, on dit donc que le fade de la résonance n'est pas à confondre avec le fade max. Pourquoi? Parce que pour trouver le max d'une fonction, qu'est-ce qu'on fait? On trouve là où la dérivée s'annule. C'est ça. Donc maintenant, si on veut vraiment trouver fade max, je dérive fade par rapport à bêta, je dis égal à 0. Et je trouve la valeur de bêta correspondante. C'est tout. Maintenant, ici, ceci n'est valable que si tilde est inférieur à racine de 2 sur 2. Parce que sinon, ceci est négatif. Et bêta n'existe plus. Absolument. Mais, donc vous voyez que fade max, c'est ça. Et fade résonance, c'est ça. La différence entre les deux, c'est quoi? Regardez vous-même. Voilà, ce n'est que la racine de 1 moins tilde carré. Et comme on est dans le système, comment? Sous amorti, tilde est très très petit. Donc, à la limite, on peut égaler les deux. Okay. On peut égaler les deux. Voilà. Donc, si on résume donc à la résonance, l'équation de la réponse totale est ça, dans laquelle intervient le terme permanent et le terme transitoire. Ok, toujours retenez, terme transitoire, la pulsation maintenant,
Alors, comme c'est amorti, la pulsation, c'est maintenant la pseudo-pulsation. Et ici, voici, ça ici, c'est toujours la pulsation forcée. Mais de toutes les façons, ceci est transitoire. Donc, on n'en tient compte qu'aux petits instants. Et dès que le temps est grand, alors il n'a que la réponse permanente qui persiste. Voilà. Voilà. Alors, maintenant voici comment évolue, d'accord, l'amplitude avec avec un amortissement. Alors, cette figure a comparé avec quoi? Cette figure a comparé avec celle-ci. Voilà. D'accord? OK? Voici le cas sans amortissement. Voici le cas avec amortissement. Donc, qu'est-ce qu'on conclut ici? L'amplitude croît toujours, mais cette amplitude est... Mais non, comment ça? Pas constant. Comment si elle croît, elle peut être constante. L'amplitude croît, mais elle est limitée. Vous voyez l'asymptote, non? Hein, d'accord, ça croît toujours, mais elle est après limitée. Donc, elle ne croît plus de façon complètement infinie. D'accord? Donc, voilà le tilde qui vient nous sauver un peu. D'accord? Parce que là, ça fait cette asymptote-là. OK? Donc, voici la résonance pour le cas d'un système sous-amorti, puisqu'on ne fait que les sous-amortis. D'accord? Et ici, alors là, on a représenté le nombre de cycles au bout duquel on atteint le maximum de cette amplitude-là. Et vous voyez qu'on a besoin de très peu de cycles pour atteindre le maximum. D'accord? Surtout quand tilde est petit. OK. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là, parce que je pense que vous avez constaté que, bon, le niveau est en train de monter un peu doucement là. Ah bon, hein? Il faut amortir le niveau là. Ah d'accord. La prochaine fois, on va amortir le niveau. OK? Donc, vous avez compris un peu, si on se résume. Vibration forcée, ça veut dire que... ça veut donc dire qu'on a deux solutions. La solution homogène et la solution permanente. Bien, la solution particulière, si vous voulez. OK. Solution homogène. Que la vibration soit amortie ou non amortie, c'est toujours la même chose. OK? On prend donc la solution homogène, on ajoute à la solution particulière. La solution homogène, ça a pour pulsation la pulsation propre. Et la solution particulière a pour pulsation la pulsation forcée. Alors maintenant, s'il n'y a pas d'amortissement, il y a la résonance qu'on ne maîtrise pas. Maintenant, pour maîtriser la résonance, on introduit l'amortissement. Et donc ici, le facteur d'amplification dynamique, le voilà. Qui est donc une fonction de bêta, et qui est une fonction de bêta, et paramétré par tilde. Bien. Donc, Douala Yaoundé, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, vous prenez le temps de regarder un peu tout ça. Ensuite, peut-être, je ne sais pas moi, quand est-ce qu'on va programmer encore, nous programmer encore. Ensuite, on va donc revenir pour d'abord... Bon, je sais pas, on peut d'abord finir les TD ici. Ensuite, on va rentrer sur les chapitres 2 et 3 pour compléter les TD que j'ai laissés là-bas. OK? Voilà. Donc, on dit, tout le monde regarde les réseaux sociaux pour la programmation du nouveau cours.